je m'appelle Sylvie Daudeler, et même si vous voyez indiqué Laurent Berthaud, et j'écris un livre sur Sophie Germain, voilà, la mathématicienne, et le titre, c'est Femme cachée des mathématiques, puisqu'elle a souvent utilisé un pseudo masculin. Masculin. Oui. Et donc tout à l'heure, je vais vous lire quelques passages de ce livre qui s'adresse à la jeunesse, hein, quand même, à des adolescents. Voilà, et j'essaie de raconter l'histoire de cette femme qui a fait des mathématiques envers et contre tous à une époque où il était très difficile pour une femme d'accéder au savoir. Voilà, donc comme j'expliquais, j'ai écrit un livre sur Sophie Germain. En 2 mots, j'ai choisi ce personnage il y a quelques années. J'assistais à un colloque sur les adolescents, les sciences et la littérature, la lecture, attention, la lecture. Et très vite, les conférenciers ont commencé à parler du problème des filles qui étaient peu nombreuses dans les filières scientifiques sévères et dures, comme la physique, les mathématiques et l'informatique. Donc il y a eu beaucoup d'explications, tout un faisceau d'explications d'ailleurs à ce sujet, et notamment un qui m'a interpellée puisqu'on a expliqué qu'elle manquait de modèles féminins dans l'histoire des sciences. Alors bien sûr, il y a Marie Curie qui est un modèle un petit peu écrasant parce que 2 prix Nobel quand même, ça fait beaucoup. Et moi, je me suis souvenue que j'avais lu, mais très peu de choses d'ailleurs, sur une certaine mathématicienne, Sophie Germain, et je me souvenais qu'elle avait pris l'identité d'un homme, en tout cas, pour se procurer les cours de Polytechnique en 1794, et qu'elle avait continué à utiliser un pseudo masculin pour correspondre avec les grands mathématiciens de son époque. Et voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être un personnage intéressant. J'ai creusé, je l'ai trouvé très romanesque en fait, parce qu'elle est audacieuse, elle est culottée, elle est très obstinée. Et donc raconter son histoire m'a tout de suite plu. Et en plus, je trouvais que c'était intéressant de montrer à quel point, à travers son destin, mathématicienne contrariée, combative, masquée, montrait à quel point il était difficile pour une femme, à cette époque, et même après, d'accéder au savoir scientifique. Voilà. Donc, je vais vous lire le début du livre, tout simplement. Sophie Germain a découvert les mathématiques on le sait précisément, puisqu'il s'agissait du 13 juillet 1789, donc en pleine Révolution française, en début de la Révolution française. Elle habitait près du Châtelet, rue Saint-Denis, donc elle avait le nez sur les événements. De sa fenêtre, elle a vu tous les manifestants, les révolutionnaires, les têtes fichées dans des piques. Son père était député du tiers-état. Et donc, pendant ces journées difficiles, elle a découvert les mathématiques. Donc, voilà. Alors, le premier chapitre s'appelle « Révolution ». Ouais, voilà. Sophie cherche un livre. Cela fait 10 bonnes minutes qu'elle est plantée devant la bibliothèque de son père et elle n'a toujours rien trouvé. Un livre, mais les étagères débordent de livres, souvent d'excellente réputation. On croise ici des contes philosophiques de l'ami Voltaire, des pièces mutines du sieur Marivaux et un trésor, plusieurs volumes de l'encyclopédie de messieurs Diderot et d'Alembert. Voilà qui devrait satisfaire n'importe quelle nature jeune et curieuse en quête de lecture. Tout à fait le genre de Sophie. Mais en ce jour particulier, elle ne veut surtout pas d'un livre léger, entraînant ou bourré de savoirs passionnants, encore moins d'un livre qui conviendrait parfaitement à une adolescente de 13 ans. Car elle sait que ce serait loin d'être suffisant. Ce qu'elle cherche, c'est un livre à part, un ouvrage coriace qui lui donnerait du fil à retordre, un texte qui réclamerait son attention pleine et entière, qui nécessiterait un engagement de tout son être, un livre qui la scotche. Son regard parcourt une nouvelle fois tous ces titres qui se détachent en lettres d'or, et voilà qu'il bute sur ce mot bizarre, mathématiques. Qu'est-ce donc que ces mathématiques? Un pays, une contrée, une peuplade lointaine, une civilisation antique? Sophie n'en a pas la moindre idée, mais elle se dit qu'il ou elle doivent avoir de l'importance pour que l'auteur, un certain Montucla, ait choisi de raconter l'histoire des mathématiques en 2 épais volumes de 600 pages chacun. Un coup d'œil sur la table des matières du premier tome laisse à penser qu'il s'agit d'une science. Les intitulés parlent de trigonométrie rectiligne et sphérique,
de calcul exponentiel, de parties infinitésimales, de quadrature, de rectification et d'autres termes absents. Elle n'y comprend rien. Parfait. Elle s'installe à la table de travail de son père avec le livre grand ouvert. Elle le renifle, le feuillette, saute allègrement les passages en latin, glisse sur les démonstrations, effleure les lignes sans vraiment les lire, et puis, lentement, presque insidieusement, certaines phrases attrapées au vol se mettent à faire sens et à lui raconter une histoire. L'auteur, Jean-Étienne Montucla, est un vieux renard. S'il veut captiver son lecteur, il sait bien qu'il faut lui proposer autre chose qu'un traité un peu aride de mathématiques. Il a donc choisi d'agrémenter son propos avec le récit alerte et bien troussé de la vie trépidante de mathématiciens célèbres. Et Sophie a mordu à l'hameçon à pleines dents. 1 heure plus tard, la voilà toujours plongée dans son pavé, téléportée dans l'Antiquité où elle rencontre successivement Thalès, Démocrite, Pythagore et le grand Archimède, comme si plus rien d'autre n'existait. Ni les cris qui montent de la rue, ni les Parisiens au bord de l'émeute, ni la panique générale dans la capitale. En ce 13 juillet 1789, chez les Germains, tout n'est qu'ordre, calme et mathématique. La journée a pourtant démarré tambour battant. Comme l'ensemble des Parisiens, Sophie a été réveillée dès l'aube et en sursaut par les cloches de toutes les églises de la capitale qui se sont mises à sonner le tocsin. Un ding-ding obstiné qui depuis n'a pas cessé, martelant à intervalles réguliers que Paris est en grand danger, comme si ses habitants risquaient de l'oublier. Femmes, hommes, enfants, ouvriers, commerçants, bourgeois, artisans, prêtres, mendiants et même prisonniers qu'on a sortis des geôles du Châtelet, tout le peuple de Paris retient son souffle depuis 2 jours dans la crainte de voir débouler l'ennemi. Il est tout près, aux portes de la capitale. 6 régiments étrangers au service du roi de France n'attendent qu'un ordre pour fondre sur la ville et mater ces Parisiens tête de chien qui, depuis des semaines, montrent les dents, s'agitent, grognent et réclament du pain. Contrairement aux gardes françaises qui rechignent à tirer sur le peuple, les bataillons suisses et allemands n'auront aucun scrupule à faire feu, soyez-en sûrs. Et c'est bien pour cela que Louis XVI a choisi d'envoyer ces mercenaires étrangers. Au fil des heures, les Parisiens imaginent le pire. On craint le massacre, on pressent un carnage. La veille, un certain Camille Desmoulins a prédit une nouvelle Saint-Barthélemy. Sale ambiance. Chez les Germains, l'inquiétude est telle que les filles sont bouclées à la maison sous la surveillance de leur mère. Elles sont 3, Sophie, 13 ans, que vous venez de rencontrer, Angélique, 10 ans, et Madeleine, l'aînée, déjà fiancée. Madame Germain leur ayant interdit de mettre un pied dehors, mais pas le nez à la fenêtre, les sœurs s'empressent d'en faire un poste d'observation des plus efficaces. Malgré la chaleur, elles ouvrent en grand la fenêtre du premier étage et se penchent à tour de rôle pour capter au mieux les mouvements de la foule, les bruits et les nouvelles qui montent jusqu'à elles. Il y a de quoi être sur les nerfs. Dans l'attente d'une attaque imminente, les Parisiens cherchent désespérément de quoi se défendre. Leur stratégie varie, mais leur objectif est le même. Il y a ceux qui comptent affronter l'ennemi et ceux qui veulent former une milice, rétablir le calme dans Paris et ôter au roi tout prétexte d'envoyer ces régiments étrangers. Dans les 2 cas, il faut trouver des armes. Des milliers de Parisiens courent aux Invalides chercher des fusils, mais ils sont refoulés. Ils se rabattent sur les boutiques et les armuriers qui sont allègrement pillés. Ils forcent les portes du garde-meuble royal dont ils ressortent les bras chargés de vieux mousquets, d'arbalètes, grises de poussière, de brassées d'épées ciselées que les rois de France se sont transmis de père en fils. C'est un peu léger, non, pour combattre les bataillons suisses et allemands armés jusqu'aux dents. Au fil des heures, la température grimpe, en même temps que l'excitation générale. Pour la 100e fois la journée, Sophie se penche à la fenêtre. À l'ombre de la fontaine des Innocents, elle aperçoit des grappes d'hommes et de femmes discuter avec véhémence. Elle repère les gamins qui courent d'un groupe à l'autre pour transmettre les dernières nouvelles. Elle tente de comprendre ce qui se dit, ce qui se trame. Elle grommelle, comme c'est agaçant d'être à la fois si près et si loin. Ding, 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 et ce fichu tocsin qui ne cesse d'annoncer la fin du monde. Sophie se bouche les oreilles et guette avec ferveur la silhouette de son père. Est-ce que tu m'entends? Son père absent, la ville assiégée, la mine inquiète de sa mère et ses hommes et ses femmes sur le pied de guerre. Au fil des heures, Sophie sent l'angoisse se répandre comme un poison lent dans tout son corps. Bien sûr, elle pourrait rejoindre ses 2 sœurs qui tuent le temps à coups d'aiguille, comme savent le faire les filles de bonne famille. Mais Sophie déteste la broderie, le tricot, elle exècre tous les ouvrages pour dames en général. Elle en est là,
lorsqu'elle choisit de se réfugier dans la bibliothèque de son père et de se mettre en quête d'un livre qui lui occupera l'esprit. Vous connaissez la suite et sa découverte fortuite de l'histoire des mathématiques et de Montuclin. Depuis, Sophie n'a pas bougé, toujours plongée dans la vie des mathématiciens célèbres. Nous la rejoignons au moment précis où elle s'apprête à faire la rencontre qui va bouleverser le cours de sa jeune existence. Encore quelques pages et son destin croisera celui d'Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité et peut-être de tous les temps. C'est lui qui a démontré le rapport entre le volume de la sphère et celui du cylindre qui la contient. Cela ne vous évoque peut-être rien, pas plus qu'à Sophie d'ailleurs, mais il s'agit d'une formule si remarquable qu'elle est représentée au dos de la médaille Fields, la plus haute distinction actuelle en mathématiques. Archimède est surtout connu du grand public pour une série d'anecdotes qui ont fait de lui et pour toujours un savant cosinus effroyablement distrait. Et c'est cet Archimède qui fait grosse impression sur Sophie. Alors, je passe. Donc, c'est grâce à lui que les habitants de Syracuse résistent aussi longtemps aux assauts répétés des Romains qui assiègent la ville depuis 3 longues années. Le jour où les Syracusiens relâchent leur vigilance, les ennemis en profitent pour escalader une muraille laissée sans surveillance, pénétrer dans la cité et la piller. Devinez ce que fait Archimède alors que sa ville est à feu et à sang. Il est tranquillement chez lui, occupé à ses chères études de géométrie. À l'aide de son bâton, il trace des figures sur le sol lorsqu'un légionnaire romain glaive au poing, force sa porte. Archimède, sans même lever la tête, houspille l'intrus, lui qui doit revenir plus tard, qu'à cet instant il est occupé et n'a pas vraiment de temps à lui consacrer. Le soldat, susceptible ou pressé de piller, on ne sait, prend assez mal la chose et le transperce de son glaive. Sophie est stupéfaite par ce qu'elle est en train de lire. Elle a imaginé sans difficulté la ville assiégée et les hordes de soldats romains qui déferlent pour tuer et piller. Paris est à 2 doigts de subir les mêmes tourments. Mais l'attitude d'Archimède la sidère. Comment le géomètre parvient-il à s'extraire du chaos ambiant? Qu'est-ce donc que ces mathématiques qui éveillent chez lui un intérêt si puissant qu'il en oublie tout le reste? Elle doit absolument en savoir plus. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai fait mon temps, mon quart d'heure. Voilà, c'est le début, la découverte des mathématiques par Sophie Germain, qui ensuite va les étudier.